Il y a des accusations qui collent à la peau d'un tournoi longtemps après le coup de sifflet final. Et celle-ci revient sans cesse. Le Maroc aurait-il triché lors de la CAN organisée chez lui? Une question lourde, chargée d'émotions, de colère parfois. Une question qui dépasse largement le cadre d'un simple match de football, parce que derrière cette accusation, il y a bien plus que des décisions d'arbitrage. Il y a un sentiment d'injustice, il y a la méfiance envers les instances. Il y a aussi, soyons honnêtes, une frustration collective née d'un scénario presque trop cruel pour être accepté. Alors prenons le temps, posons les faits. Dépassionnons le débat, pas pour blanchir, pas pour accuser, mais pour comprendre ce qui s'est réellement joué pendant cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout ce que le football africain doit en retenir. La première chose à rappeler, et elle est essentielle, c'est le contexte sportif. À l'instant où cette CAN démarre, le Maroc est déjà installé parmi les références du continent. Résultat solide, continuité dans le projet, stabilité institutionnelle, joueurs évoluant au plus haut niveau européen. Même chose pour le Sénégal. Ce n'est pas un hasard si ces deux équipes se retrouvent au sommet. Ce n'est pas une surprise fabriquée par le scénario, c'est l'aboutissement logique d'une hiérarchie sportive. Et c'est important de le dire tout de suite, la finale n'oppose pas un outsider à un favori artificiellement porté. Elle oppose les deux meilleures forces africaines du moment. Et autrement dit, si l'on cherche une tricherie structurelle, elle ne peut pas être expliquée par le niveau sportif. Le Maroc n'avait pas besoin d'aide pour être là. Le Sénégal non plus. Alors pourquoi ce sentiment persistant que quelque chose n'était pas normal? Parce que, match après match, une accumulation de faits d'arbitrage a nourri le doute. Pas un événement isolé, pas une erreur unique, mais une répétition. Et dans le football, vous le savez, l'accumulation crée la suspicion, même quand chaque action prise séparément peut être débattue. Dès les tours à élimination directe, plusieurs situations font grincer des dents, des pénaltys non sifflés, des fautes jugées différemment selon le camp, des interventions de la VAR attendues mais absentes. Le problème n'est pas uniquement l'erreur humaine. Les arbitres en font partout, tout le temps. Le vrai problème, c'est l'impression que le seuil de tolérance n'était pas le même. Et quand la VAR n'est pas sollicitée sur des actions jugées claires par une grande partie des observateurs, le malaise s'installe. Pas parce que le Maroc commande l'arbitrage, mais parce que le système donne le sentiment de ne pas vouloir se corriger lui-même. Et c'est là que la question doit être reformulée. Le Maroc a-t-il triché? Non, dans le sens strict du terme. Aucune preuve de manipulation directe. Aucun élément factuel démontrant une fraude organisée par les joueurs ou le staff. Le Maroc a-t-il bénéficié d'un traitement favorable? C'est là que le débat devient légitime. Pays hôtes, fédération influente, organisation globale maîtrisée, pression du public. Contexte politique et symbolique fort, tout cela crée un environnement où, consciemment ou non, les décisions peuvent pencher. Pas par complot, mais par inertie, par peur de l'erreur inverse, par gestion de la pression. C'est un biais humain, pas une tricherie institutionnelle prouvée. Et ce biais, il explose véritablement en finale. Une finale pourtant très bien arbitrée dans son esprit général. Beaucoup de contacts laissés, rythme fluide. Pas d'achage excessif, mais deux actions vont cristalliser toutes les tensions. Un but refusé au Sénégal sur une situation où les deux joueurs se tiennent mutuellement, décision prise très vite. Sifflet précoce. Pas de retour possible par la VAR puisque l'action est arrêtée avant le but. Puis de l'autre côté, une action dans la surface sénégalaise avec Brahim Diaz. Contact léger, chute accentuée. Mais surtout, une scène rare, un joueur qui arrête complètement de jouer, mobilise ses coéquipiers, met une pression visible sur l'arbitre. Et là, rupture, l'arbitre va consulter la VAR. Sous pression, dans un moment où le jeu est déjà suspendu psychologiquement. C'est cette image qui marque les esprits. Pas tant le penalty en lui-même, mais le processus qui y mène dans une compétition où la VAR n'a pas toujours été utilisée avec la même rigueur. Ce moment-là fait basculer la perception. Ajoutez à cela le contexte extra-sportif, les plaintes sénégalaises sur la sécurité, l'accueil, la logistique, les hôtels, les scènes autour du stade, les stadiers intervenant sur les gardiens adverses, parfois de manière totalement inappropriée. Aucun de ces éléments
pris isolément, ne fait gagner un match. Mais ensemble, ils construisent un sentiment clair. Nous jouons dans un environnement qui ne nous est pas favorable. Bon, Et quand vous arrivez sur le terrain avec cette conviction, chaque décision arbitrale devient une confirmation, jamais une exception. C'est dans ce climat que le penalty est raté, que la pression change de camp, que le match bascule mentalement. Et c'est là que l'histoire dépasse le football. Parce que cette finale ne raconte pas seulement une victoire ou une défaite, elle raconte la gestion de l'injustice perçue, la solidité intérieure, la capacité à ne pas laisser le chaos extérieur dicter votre comportement. Dans la suite, on va justement analyser ce basculement mental, ce que le Sénégal a fait que tant d'équipes n'auraient pas su faire et pourquoi cette CAN restera un cas d'école bien au-delà du Maroc et du Sénégal. À partir de ce moment-là, quelque chose se brise, mais pas du côté que tout le monde imagine, parce que si on se met une seconde dans la tête des joueurs sénégalais, ce pénalty accordé à la toute dernière minute, après un but refusé quelques instants plus tôt, ce n'est pas juste une décision arbitrale. C'est la confirmation d'un scénario qu'ils redoutaient depuis le début du tournoi. Et là, deux chemins s'ouvrent toujours dans le football. Le premier, c'est l'explosion émotionnelle, le chaos, les protestations sans fin, la perte de lucidité, le match qui t'échappe avant même qu'il ne soit terminé. Le second, beaucoup plus rare, c'est la maîtrise de soi dans un environnement qui t'échappe totalement. Et c'est ici que cette finale bascule dans autre chose que du sport. Quand le penalty est sifflé, le Sénégal est au bord de la rupture. La tentation de quitter le terrain est réelle. La colère est légitime, mais elle est aussi dangereuse. Et ce moment-là, il est capital. Ce n'est pas un arbitrage qui gagne un match, c'est la réaction à l'arbitrage. Beaucoup d'équipes auraient sombré. Certaines l'ont déjà fait dans l'histoire de la CAN. Le Sénégal, lui, revient. Pas parce qu'il pense que la décision est juste, mais parce qu'il comprend une chose essentielle. Si tu abandonnes maintenant, tu offres ton récit à l'adversité. Et dans le football de haut niveau, perdre le récit, c'est souvent perdre le match. Le penalty est tiré, la pression est maximale, tout le stade retient son souffle, et là, ce raté change absolument tout. Pas seulement sur le score, mais dans les têtes. Parce que ce penalty devait être une conclusion. Il devient un point de rupture. Côté marocain, on sent un flottement, une forme de sidération. Comme si, inconsciemment, le match aurait déjà dû être terminé. Côté sénégalais, c'est l'inverse. Ce n'est pas une explosion de joie. C'est un soulagement silencieux, presque une confirmation intime. On a survécu au pire. Et dans le football, l'équipe qui survit au pire devient souvent la plus dangereuse. À partir de là, la dynamique mentale s'inverse complètement. Le Maroc commence à jouer avec quelque chose à perdre. Le Sénégal, lui, joue avec quelque chose à conquérir. C'est une différence énorme. Dans les prolongations, ça se voit dans les détails, les courses, les duels, les seconds ballons, la communication entre les lignes. Le Sénégal ne joue plus contre l'arbitre, il ne joue plus contre le stade. Il joue contre l'équipe en face, point final. Et c'est souvent à ce moment-là que les finales se décident. Quand une équipe cesse de lutter contre l'injustice pour se concentrer uniquement sur le jeu. Le but sénégalais arrive presque comme une évidence, pas parce qu'il était écrit, mais parce qu'il est cohérent avec la dynamique. C'est un but construit, pas un cadeau, pas une erreur grossière. Un moment où la lucidité collective fait la différence, et à cet instant précis, tout le reste disparaît. L'arbitrage, les polémiques, les soupçons, les débats. Il ne reste qu'une chose, une équipe qui a tenu mentalement quand tout semblait lui échapper. C'est pour ça que réduire cette finale à le Maroc à tricher est une erreur d'analyse. Pas parce que tout a été parfait, pas parce que tout a été juste, mais parce que cette lecture empêche de comprendre la vraie leçon. Cette CAN ne raconte pas une fraude, elle raconte un déséquilibre émotionnel entre deux équipes à un moment clé. L'une pensait que le scénario lui était favorable, l'autre s'est préparé à survivre à l'injustice. Et dans le football, comme dans la vie, celui qui se prépare au pire exploite souvent mieux l'imprévu. Maintenant, il reste une dernière chose à faire, prendre de la hauteur. Comprendre ce que cette CAN dit du football africain, des instances, de la gestion des compétitions et surtout de nous, spectateurs et supporters. Dans la suite, on va tirer toutes les leçons sans tabou, ce que cette CAN a révélé, ce qu'elle a fragilisé et ce qu'elle doit absolument corriger pour ne pas se répéter.
Arrivé ici, il faut maintenant faire ce que le football demande le plus rarement, prendre de la hauteur. Parce que si on reste bloqué sur qui a été favorisé ou qui a été lésé, on passe à côté de l'essentiel. Cette CAN n'est pas juste une polémique arbitrale, c'est un révélateur. Un révélateur de ce que le football africain fait bien, mais aussi de ce qu'il doit absolument corriger. Première vérité, et elle dérange parfois, ce tournoi n'a pas ridiculisé l'Afrique. Au contraire, sportivement, le niveau était élevé. Les meilleures équipes sont allées au bout. Les matchs ont été intenses, engagés, souvent tactiquement intéressants. Le Sénégal et le Maroc ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec n'importe qui sur la scène mondiale. Et c'est fondamental de le rappeler parce que trop souvent, on résume le football africain à ses dysfonctionnements, jamais à ses progrès. Mais, et c'est un mais crucial, l'image d'une compétition ne dépend pas seulement du niveau de jeu, elle dépend de la confiance. Deuxième vérité, le vrai problème, c'est pas l'erreur d'arbitrage, c'est l'absence de cohérence et de pédagogie. Quand la VAR est utilisée parfois, puis ignorée sur des actions similaires, quand les critères ne sont pas clairs, quand les décisions ne sont jamais expliquées, le doute s'installe. Et dans un contexte déjà chargé émotionnellement, le doute devient explosif. Ce n'est pas propre au Maroc, ce n'est pas propre au Sénégal. C'est une responsabilité globale des instances, notamment la Confédération africaine de football. Le football moderne exige de la transparence. Pas pour supprimer la polémique, elle existera toujours, mais pour éviter que chaque décision soit interprétée comme une manœuvre cachée. Troisième vérité, et elle est inconfortable pour tout le monde, les émotions des acteurs ont parfois pris le dessus sur le jeu. Joueurs, staff, supporters, observateurs, et c'est humain. Mais le football de très haut niveau ne pardonne pas les débordements émotionnels prolongés. Le Sénégal a flirté avec la ligne rouge en quittant le terrain. Le Maroc a flirté avec l'excès de confiance après le pénalty sifflé. La différence, elle s'est faite dans les minutes suivantes, pas avant, passe après. Quatrième leçon majeure, le mental collectif bat le narratif médiatique. Le Maroc arrivait avec une dynamique très favorable, un statut, une pression positive, une attente nationale immense. Le Sénégal arrivait avec des cicatrices, des finales perdues, des éliminations douloureuses, une histoire inachevée. Et souvent dans le football, ceux qui ont déjà souffert ensemble savent mieux traverser le chaos. Les défaites digérées forgent une maturité que le talent seul ne garantit jamais. Cinquième point, et il dépasse le sport. Cette finale nous rappelle une chose essentielle. L'injustice perçue devient un handicap uniquement quand on la laisse nous définir. Le Sénégal n'a pas gagné parce que le scénario est devenu juste. Il a gagné parce qu'il a refusé que l'injustice soit une excuse. Et c'est une leçon universelle. Dans le football, dans la compétition, dans la vie, ceux qui attendent des conditions parfaites attendent souvent toute leur carrière. Alors, pour répondre clairement à la question de départ, non, le Maroc n'a pas triché au sens strict. Oui, le Maroc a évolué dans un contexte favorable, comme beaucoup de pays hôtes avant lui. Oui, certaines décisions ont été mal gérées et mal perçues. Mais non, cette CAN ne peut pas être résumée à une fraude. Elle doit être analysée comme un signal d'alerte, un appel à plus de rigueur, plus de cohérence, plus de professionnalisation autour de l'arbitrage et de l'organisation, parce que le potentiel est immense et parce que l'Afrique mérite des compétitions à la hauteur de ses talents. Avant de conclure, un rappel important, le football reste un jeu, un espace de passion, pas de haine, les débats sont nécessaires, les critiques sont légitimes, mais elles doivent rester respectueuses des joueurs, des peuples et des supporters. Aucune équipe ne mérite d'être diabolisée. Aucune victoire ne mérite d'être salie sans preuve. Si cette analyse t'a aidé à voir cette CAN autrement, si elle t'a permis de dépasser la simple polémique pour comprendre les mécanismes profonds du match, pense à t'abonner, à laisser un like et surtout à partager ton point de vue en commentaire. Le débat est sain quand il est argumenté. Et dans la prochaine analyse, on reviendra sur un autre moment clé du football africain où le mental, le contexte et le jeu se sont percutés de manière spectaculaire. À très vite. Avant de refermer complètement ce dossier, il reste encore quelques angles essentiels, ceux que les supporters posent tout le temps. Ceux qui reviennent dans les discussions, au café, sur les réseaux, dans les commentaires. Prenons-les un par un calmement.
Pourquoi cette CAN a-t-elle été aussi explosive émotionnellement? Parce qu'elle a combiné trois choses rares en même temps. Un pays hôte très impliqué émotionnellement, une rivalité sportive de très haut niveau et des décisions arbitrales mal expliquées dans des moments clés. Quand ces trois éléments se croisent, le football devient un amplificateur de frustration. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Mais dans un contexte où la confiance envers les instances est fragile, l'impact est multiplié. Pourquoi le sentiment d'injustice est-il plus fort que les faits eux-mêmes? Parce que le cerveau humain ne fonctionne pas comme un tribunal. Les supporters ne compilent pas des statistiques, ils ressentent des séquences. Ils mémorisent les moments décisifs. Un but refusé, un penalty tardif, une VAR utilisée au mauvais moment. Même si chaque action peut être débattue, l'émotion, elle, fait déjà le verdict. Pourquoi cette finale restera malgré tout marquante? Parce qu'elle raconte une histoire complète. La pression, la colère, la pause interminable, le penalty raté, le renversement mental, le but en prolongation. Ce sont ces matchs-là qui construisent la mémoire collective du football africain. Pas les matchs propres et sans tension, mais ceux où tout peut exploser et où certains tiennent quand même. Maintenant, si tu veux suivre le football africain avec un regard plus lucide, plus affûté, voilà un petit mode d'emploi simple, version supporter expert. Sur les prochains tournois, observe d'abord la cohérence de l'arbitrage, pas une seule décision isolée. Regarde ensuite la réaction des équipes après une décision contre elles. C'est souvent là que le match se joue vraiment. Analyse aussi les temps faibles émotionnels. Une équipe qui subit sans paniquer est souvent plus dangereuse que celle qui domine nerveusement. Enfin, méfie-toi des récits trop simples. Le football n'est presque jamais fin défense. Ils ont gagné parce qu'ils ont triché. Dosiva. Ils ont perdu parce que tout était contre eux. La vérité est presque toujours plus complexe et plus intéressante. Un dernier avertissement important. Le football africain n'a pas besoin de guerre de camp. Il a besoin d'exigence, de mémoire et de débats intelligents. Critiquer une compétition, ce n'est pas détester un pays, analyser un arbitrage. Ce n'est pas attaquer un peuple. Et reconnaître une victoire mentale, ce n'est pas nier les dysfonctionnements. Le respect du jeu, c'est aussi le respect de ceux qui le vivent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet te passionne vraiment. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines analyses longues. Laissez un like pour soutenir ce format posé et surtout commenter en argumentant, même si tu n'es pas d'accord, le football mérite mieux que des slogans. Il mérite des discussions à la hauteur de sa complexité. À très vite pour la prochaine plongée.